Bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources. Alors aujourd'hui, on a un sujet assez interpellant, je trouve. La posture, disons, double de l'Algérie. Oui, c'est vrai que c'est frappant. D'un côté, on a une parole diplomatique qui se veut très forte, presque solennelle, lors du sommet arabo-islamique de Doha, l'Algérie qui alerte sur une escalade régionale dangereuse. Mhm. Et de l'autre côté, presque en même temps, et c'est là que ça devient intriguant, des images qui montrent une montée en puissance très nette de son aviation. Oui, avec ces fameux Sukhoi Su-34 qui semblent assez particuliers. Exactement. Alors, notre objectif, ça va être de décrypter un peu cette stratégie sur deux fronts. Comment est-ce qu'on peut articuler cette offensive diplomatique, très ferme sur le Moyen-Orient, et puis cette modernisation militaire pointue? C'est la grande question. On se base pour ça sur une retranscription vidéo assez récente, qui couvre et le discours algérien à Doha, et puis les détails techniques de ces Su-34. Alors, est-ce que l'Algérie joue un double jeu calculé? Ou est-ce que c'est une politique de puissance, plus classique finalement? Bon, essayons de décortiquer tout ça. Allons-y. Commençons par la scène diplomatique, donc à Doha. C'est le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui portait la voix du président Tebboune. Le message clé, c'était un avertissement. Oui, un avertissement assez direct. L'agression israélienne, selon Alger, ne se limite plus au territoire palestinien. Elle déborde. Le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Iran, même le Qatar ont été cités comme ayant subi des opérations durant l'année. C'est une vision d'extension du conflit, en fait. Tout à fait. Le ton était grave. On a qualifié le moment d'historique et décisif. Et l'appel était clair, il faut dépasser les déclarations de principe, il faut aller vers des actions concrètes, une vraie volonté collective. Fini les slogans, en gros. C'est ça l'idée. Voilà, place aux actes. Et ce qui est vraiment central dans cette analyse algérienne qui a été présentée là-bas, c'est cette idée que la sécurité d'Israël, elle s'obtiendrait aux dépenses de celle des voisins, que la stabilité d'Israël passerait par la déstabilisation autour. Ah oui, quand même. Oui, le discours parle d'un engrenage, d'un cycle infini de violence et de destruction qui serait alimenté par cette logique. D'accord. Et l'accusation qui est portée, elle est sérieuse. Il ne s'agirait plus simplement de violation isolée du droit international, mais d'une stratégie méthodique qui viserait à l'ignorer délibérément, tout comme la charte de l'ONU. Alger va même jusqu'à dire que l'occupation israélienne est une menace directe, pas seulement pour la région, mais pour la stabilité internationale. C'est une mise en cause très forte alors. Très forte, oui. Assez radicale même. Le discours pointe aussi ce qui est décrit comme un refus israélien de toute contrainte, que ce soit en termes d'expansion territoriale ou d'affirmation d'une hégémonie régionale. D'accord. La source mentionne même l'évocation du concept controversé de Grand Israël comme une justification possible pour ignorer les lignes de cessez-le-feu, notamment à Gaza, et pour redessiner les cartes. Bon, face à ce tableau assez sombre, l'Algérie n'est pas restée que dans les paroles, elle a rappelé sa demande concrète, faite avec d'autres pays, Oui. qu'active. Tout à fait. Une démarche concrète. Et l'interprétation algérienne de cette session à l'ONU, telle qu'on la trouve dans nos documents, c'est celle d'une solidarité internationale assez nette envers Doha. Alger y voit un véritable changement d'attitude. Ah oui? Comment ça? Moins de passivité, moins d'hésitation dans la communauté internationale, et une reconnaissance qui grandirait qu'il faut pouvoir imposer des mesures de dissuasion, peut-être même des sanctions, face à des actions jugées illégales. D'accord, je vois. Et ça, c'est un point essentiel pour eux, j'imagine. Ce constat que l'opinion internationale bougerait, ça sert de levier. Exactement. Le discours, du coup, il exhorte directement les dirigeants arabes et musulmans à aligner leurs décisions, leurs actions collectives, sur cette évolution qu'ils perçoivent. Il ne s'agit plus juste de condamner. Mais d'agir ensemble. Voilà, agir de concert. L'objectif, c'est de transformer cette prise de conscience mondiale en mesures fermes, capables de contraindre l'occupant, je cite, et de rendre justice aux peuples affectés. Et quand on replace ça dans une perspective un peu plus longue, on retrouve bien la ligne diplomatique algérienne assez classique finalement. C'est-à-dire? La défense des droits palestiniens, le rejet des pressions externes, la primauté du droit international et de la souveraineté, et puis l'ONU vue comme la reine privilégiée pour organiser la pression diplomatique. Il y a une vraie constance dans cette approche. D'accord. Donc, cette position diplomatique forte à Doha, elle est claire. Mais, et c'est là où ça devient frappant, comme on disait, c'est qu'au même moment, l'Algérie montrait une autre facette de sa stratégie, beaucoup plus matérielle. Oui, la puissance aérienne modernisée. C'est ça, des images assez impressionnantes de Sukhoi et Su-34 ME algériens en exercice près de Moscou qui ont circulé, et ces avions, visiblement, ils sortent de l'ordinaire.
Oui, effectivement, ce ne sont pas des Su-34 standards qu'on voit habituellement. La version algérienne, qui est désignée ME pour moderniser, export, elle a des spécificités assez notables. Comme quoi, par exemple? Alors, la peinture d'abord. Ce camouflage tricolore, sable, brun, gris, ça c'est clairement pensé pour le climat et les paysages nord-africains. Logique. Mais plus étonnant, c'est l'utilisation de phares à technologie LED. C'est une caractéristique qu'on associe plutôt aux avions de cinquième génération, le top niveau actuel, furtivité, capteurs avancés, travail en réseau, alors que les modèles russes de base, eux, ils ont des phares classiques. Ah oui, c'est un détail intéressant ça. Et il y a un autre détail qui a intrigué pas mal d'observateurs. Des petites alettes supplémentaires près du cockpit et du train d'atterrissage avant. Hmm. L'hypothèse qui domine, c'est qu'elles font partie d'un système d'autoprotection renforcé, intégrant peut-être des capteurs d'alerte ou des leurres contre les missiles. D'accord. L'idée générale, c'est que l'Algérie a commandé et reçu une version, disons, améliorée, qui intègre des briques technologiques plus récentes. Ça positionne cet appareil pas comme un simple bombardier, mais plutôt comme une plateforme multirôle moderne, optimisée pour survivre et frapper dans des environnements complexes, hostiles. Donc c'est pas juste un avion russe standard qu'ils ont acheté, c'est vraiment quelque chose d'adapté à leurs besoins, à leurs ambitions. C'est tout à fait ça. On peut parler d'une version sur mesure, oui, qui intègre des retours d'expérience et des technologies plus récentes que celles du modèle initial russe. Et le contexte de cette acquisition, il est aussi important. L'Algérie a été le tout premier client à l'export pour ce Su-34. Le contrat date de 2019 pour 14 appareils. C'est vrai, c'était une première. Réarrivée progressive, ça permet de les intégrer dans une doctrine aérienne qui, elle aussi, semble évoluer vers plus de capacités de frappe précises à longue distance, l'escorte d'autres avions, le soutien tactique en profondeur. Une montée en gamme capacitaire, en somme. Voilà. Et ce qui m'intrigue particulièrement ici, c'est cette information qui a été rapportée début 2025, selon laquelle Alger manifesterait un intérêt concret pour le Su-57. Ah oui, l'avion russe de 5e génération. Justement, ça suggère une stratégie de modernisation qui ne se contente pas d'acheter du matériel récent, mais qui vise un vrai saut qualitatif, en termes de détection, de commandement, de contrôle, d'opération en réseau. C'est une autre dimension là. Tout à fait. Pour revenir peut-être sur les capacités globales de ce Su-34ME algérien, sans faire une liste exhaustive de chiffres, mais retenons l'essentiel. Oui, les points clés. Sa vitesse est élevée, proche de Mach 1.8. C'est presque 2 fois la vitesse du son. Ça permet des déploiements rapides. D'accord. Son très grand rayon d'action, potentiellement 4000 km avec des réservoirs supplémentaires, ça lui donne une portée stratégique sur une vaste zone régionale. C'est considérable. Effectivement. Et sa capacité d'emport aussi. Environ 8 tonnes d'armement sur 12 points d'accroche. Et quel type d'armement? Alors c'est très varié, il peut assurer sa propre défense avec des missiles air-air. Mais surtout, il peut délivrer des frappes de précision avec des missiles air-sol guidés, des bombes intelligentes. Il a aussi des armes spécialisées contre les radars ennemis. Et d'importantes capacités de guerre électronique. C'est-à-dire? La capacité de brouiller les systèmes adverses ou de se protéger contre le brouillage ennemi. C'est crucial aujourd'hui. Je vois. Il est plus moderne, avec des écrans multifonctions améliorés, des calculateurs plus puissants, et aussi des systèmes de communication cryptés plus robustes, anti-brouillage. Et il y a des adaptations spécifiques pour l'Algérie, vous disiez. Oui, des choses assez pratiques en fait. Un meilleur refroidissement pour opérer dans le désert, des filtres anti-sable pour protéger les moteurs, et puis des interfaces logicielles multilingues, y compris l'arabe, pour une prise en main optimale par les équipages locaux. D'accord, c'est très complet. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment on relie ces deux fils. Ce discours de Doha, très axé sur le droit, la diplomatie, la condamnation de la force. Et cette démonstration quasi simultanée d'une capacité militaire offensive, modernisée, adaptée. Est-ce que c'est contradictoire? Ou est-ce que ce sont les deux faces d'une même médaille? L'analyse qui ressort des sources qu'on a consultées penche clairement pour la seconde option, celle d'une cohérence stratégique. Ah oui? Oui. L'Algérie mènerait de front un plaidoyer juridique et diplomatique pour peser sur la scène internationale, tout en consolidant ce que la source appelle une équation défensive moderne. Les deux se renforceraient mutuellement, en fait. D'accord. L'un n'irait pas sans l'autre, en quelque sorte. C'est un peu ça.
Le Su-34ME, avec sa portée, sa précision, ses améliorations pour la survie, il s'inscrit parfaitement là-dedans. C'est un outil crédible pour des opérations à longue distance, potentiellement dans un environnement contesté. Hmm. Et il est destiné à travailler en réseau avec les défenses aériennes et le renseignement qui, eux aussi, sont en pleine modernisation en Algérie. Avoir une voix diplomatique forte et écouter, c'est une chose, Oui, oui, mais pouvoir l'appuyer sur des capacités militaires réelles et modernes, eh bien, ça en est une autre. Ça donne plus de poids. je vois. Cette combinaison position politique claire et affirmée d'un côté, moyens militaires efficaces et à jour de l'autre, elle est vue comme élargissant la marge de manœuvre des décideurs algériens. Le message envoyé serait double en fait. C'est-à-dire? La stabilité régionale passe par le respect du droit international et une diplomatie active, certes, mais la sécurité nationale, elle, repose aussi sur une capacité de défense et de dissuasion qui soit crédible. D'accord. Donc, si on résume un peu l'approche algérienne qui se dessine là, à Doha, on a un discours réaliste qui constate une évolution de l'opinion internationale face aux actions israéliennes et qui appelle à transformer ça en acte contraignant. C'est ça. Et sur le terrain militaire, on a une montée en gamme continue, qualitative, bien illustrée par ce Su-34ME spécifique et cet intérêt marqué pour la 5e génération avec le Su-57. Précisément. La lecture qui prédomine dans nos sources, c'est vraiment celle d'une complémentarité assumée entre une diplomatie proactive et une politique de dissuasion militaire qui se veut crédible. L'Algérie chercherait ainsi à s'affirmer comme un acteur régional incontournable, une voix de poids, comme le dit la source. Mhm. L'objectif poursuivi semble donc double. D'un côté, œuvrer pour des solutions politiques basées sur le droit international pour résoudre les conflits. La voie diplomatique. Voilà. Et de l'autre, se donner les moyens de protéger ses propres intérêts et sa sécurité nationale via une modernisation militaire réfléchie et des choix technologiques ciblés. C'est cet équilibre, cette dualité assumée que l'Algérie semble vouloir projeter sur la scène régionale et internationale. En somme, ce qu'on a exploré aujourd'hui, c'est cette stratégie algérienne à deux visages, mais dont les fils finalement semblent intimement liés. D'une part, une posture diplomatique très affirmée, exigeante, comme à Doha, qui dénonce une logique d'escalade et appelle à une réponse internationale ferme basée sur le droit. Oui, Et d'autre part, une modernisation militaire visible, stratégique, incarnée par l'arrivée de ces Su-34ME sur mesure et la perspective d'intégrer bientôt des technologies de 5e génération. Loin d'être opposés, ces deux aspects semblent plutôt se conjuguer pour renforcer l'influence régionale de l'Algérie et lui assurer une capacité de dissuasion qu'elle juge nécessaire. tout à fait. Et cela soulève une question importante pour l'avenir. En observant cette double approche, une diplomatie qui se veut porte-voix du droit international, quitte à réclamer des sanctions, et en parallèle l'acquisition de capacités militaires très avancées, qui lorgnent même vers la 5e génération avec le Su-57. Oui. Quelles pourraient être les conséquences à long terme? Comment cette combinaison d'une parole forte sur la scène mondiale et d'outils militaires de pointe pourrait-elle remodeler les équilibres de pouvoir? Pas seulement en Afrique du Nord, mais aussi dans l'ensemble de l'espace méditerranéen et arabe dans les années à venir. C'est une vaste question. C'est une dynamique complexe, oui. Un pari stratégique dont il faudra suivre de près les développements, assurément.